Yann Ferrari. J'ai un cursus en fait à la base juridique. Moi, je viens de l'Université Toulouse 1 Capitole. Je suis enseignant-chercheur spécialisé en droit de la santé. Je me suis spécialisé dans tout ce qui était les nouvelles technologies appliquées à la santé. Et comme Nicolas l'a précisé, donc je travaille également donc, pour une technopole qui s'appelle Castres Mazamet Technopole. Et cette technopole, elle a la particularité d'organiser l'Université de la e-santé, qui est un des plus grands congrès numériques santé français et également européen, où on accueille tous les ans des centaines de participants issus d'une dizaine de pays à peu près. Donc moi, ce que je vous propose en termes d'intervention, donc c'est effectivement de vous donner les bases, les fondamentaux, de vous expliquer un peu ce que l'on entend par e-santé, faire un peu de ce qu'on appelle la sémantique, des définitions, des notions de base. Et vous allez le voir également en fait sur de l'actualité, également des sujets de société, parce que ça touche également à la santé et au système de santé. Et donc il y a des thèmes également qui sont plus larges. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement, s'il y a un intérêt, ou si vous avez des questions, ou si vous souhaitez intervenir pendant mon intervention, ne vous gênez pas. Voilà, vous levez la main, je vous verrai, et puis comme ça, je pourrai vous donner la parole. Mais on pourra également faire un échange de questions-réponses dans un deuxième temps, si cela vous convient le mieux. Donc c'est assez libre et c'est assez, comme on dit, ouvert. Il n'y a pas véritablement forcément de format prédéfini et prédéterminé. Donc j'ai l'habitude de faire des interventions sur des premières années. Donc, alors moi c'est en sciences sociales davantage, ou également des interventions sur des étudiants qui vont être en première année, par exemple de médecine ou deuxième année de médecine, mais également dans les IFSI, c'est des écoles d'infirmiers et d'infirmières. Donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que des choses qui peuvent pour moi être évidentes ne sont pas forcément pour vous, et donc il ne faut pas hésiter. Donc le premier point donc, pour introduire donc, la e-santé, ce qu'on appelle la e-santé, donc je voulais quand même vous donner deux éléments de contexte qui sont pour moi extrêmement importants pour qu'on comprenne bien les enjeux et de quoi on parle. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un contexte où on a un système de santé. On peut dire les mots sont forts, je les ai mis, mais en fait ils sont repris par beaucoup aussi d'institutionnels, beaucoup d'organisations, un système de santé qui s'effondre. Voilà, tout simplement, qui s'effondre. Donc je vous ai mis quelques images pour illustrer tout ça. Donc si vous suivez un peu l'actualité, alors vous savez qu'on a souvent donc, des services d'hôpitaux qui ferment, d'accord, ou qui sont en grève. On a des revendications de plusieurs corps de métier en ce qui concerne le système de santé. On a des revendications aussi des associations de patients et des patients. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile d'accéder à un professionnel de santé ou à un médecin. D'ailleurs, on peut faire un sondage qui, récemment, a eu des difficultés pour accéder à un médecin spécialiste ou généraliste. Voilà, donc c'est quand même assez parlant en termes de système de santé. Moi, quand j'avais votre âge, en fait, et quand j'étais à l'université, alors ça commence à dater un peu, mais c'est pas non plus la préhistoire, il y a une vingtaine d'années, en fait, il n'y avait pas ce genre de difficultés, d'accord ? D'autant plus dans une grande ville comme Toulouse ou dans des mégapoles comme Toulouse. On n'avait pas ces difficultés-là d'accéder donc à des médecins généralistes ou à des médecins spécialistes. Donc, le système de santé, il s'effondre. On a une raison principale à l'effondrement de ce système de santé, parce qu'en fait, l'effondrement du système de santé, c'est pas forcément ce qu'on peut penser une question de moyens ou d'argent qui est investi. C'est plus compliqué que ça. Et il y a une raison principale à l'effondrement de nos systèmes de santé, c'est la pénurie de professionnels qu'on a dans ce milieu-là. Quand je dis pénurie de professionnels, c'est les médecins, mais pas que. C'est également tout ce qu'on appelle les paramédicaux. Infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, etc., orthophonistes. Tous ces métiers-là, en fait, sont en pénurie. Et donc, aujourd'hui, on a des zones qui sont ce que l'on appelle des déserts médicaux, où on ne peut plus accéder et avoir accès à des professionnels de santé. Donc, il y a une rupture dans ce que l'on appelle, nous, en termes juridiques, le droit à l'accès aux soins. En fait, on a des droits fondamentaux, donc il y a le droit à l'accès aux soins, qui est un des premiers droits. Donc, aujourd'hui, on le voit, quand on fait des sondages, il n'est plus forcément garanti. Un des deuxièmes droits qui est fondamental, c'est le droit à l'égalité
à l'accès aux soins, c'est-à-dire que nous sommes censés être tous égaux dans l'égalité à l'accès aux soins, qu'on soit dans le centre-ville de Toulouse, au fin fond de l'Ariège, dans la Creuse, en Martinique, en Guadeloupe. Et là encore une fois, on voit que c'est pas vrai. Donc ce droit, en fait, il est rompu. Il n'y a plus de droit fondamental à l'égalité à l'accès aux soins. Et on a également un autre droit fondamental qui s'appelle le droit à la qualité des soins. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir des soins de qualité. Donc ça, c'est le premier élément de contexte qu'on a avant peut-être de parler de ce qu'est la e-santé et de comment on va pouvoir en fait s'introduire dans ces difficultés-là. Donc, pénurie de professionnels de santé. Il y a peu de temps, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à Montréal. À Montréal, donc, il y a un immense hôpital, un hôpital public, qui fait 2 fois la taille à peu près là, de Rangueil, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc sur un panneau, en fait, c'était un énorme panneau qui prenait toute la façade du bâtiment, mais toute la façade du bâtiment, il y avait écrit « On recrute ». Et tous les établissements de santé dans les pays quasiment de l'OCDE ont des difficultés de recrutement et ont des pénuries de professionnels de santé. Et ça, en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que cette situation-là, elle ne va pas s'améliorer. Elle va aller en s'empirant. On aura de moins en moins de professionnels de santé. On ne reviendra jamais, entre guillemets, à l'âge d'or que moi j'ai pu connaître quand j'étais adolescent. Donc ça, c'est une réalité. Et donc du coup, il faut qu'on pense à comment on réorganise notre prise en charge, comment on réorganise nos parcours de soins, nos parcours de santé. Et en ça, une des solutions, je dis bien une des solutions, envisagées, et en tout cas c'est ce que souhaitent développer les pouvoirs publics, c'est ce que l'on appelle le numérique appliqué à la santé, donc des outils numériques qui vont nous permettre justement d'avoir une prise en charge et de faire face en fait à ces difficultés-là qu'on a, mais ça j'y reviendrai dans un deuxième temps. Donc ça c'est le premier élément de contexte qui est important. Système de santé en fait qui est en train de s'effondrer. Deuxième élément de contexte également avant d'avancer, alors ça je pense qu'aussi ça va peut-être vous parler, ou davantage vous parler vu les matières que vous faites, c'est ce que l'on appelle la révolution de la donnée personnelle. En matière juridique, la donnée personnelle, en fait, elle va avoir une définition large. En gros, une donnée personnelle, c'est une donnée qui va nous permettre d'identifier personnellement une personne. C'est aussi simple que ça. Et dans ces données de santé, et dans ces données personnelles, donc il y a plusieurs catégories de données. Donc notamment les données de santé. Donc c'est pour ça que ça nous permettra de rebondir après sur la santé numérique. Et ce contexte de la révolution de la donnée aussi, quelque part, il est récent. Il est récent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec l'explosion d'Internet, avec le développement en fait, des smartphones, avec le développement d'outils qui communiquent entre eux, avec le développement de l'intelligence artificielle, mais tous ces outils-là, pour fonctionner, ils ont besoin donc de données, de data. Aujourd'hui, si je prends par exemple dans les 10 entreprises qui ont la plus grosse cotation boursière au monde, il y en a 7 qui sont issues donc des nouvelles technologies, et donc notamment en fait qui ont un modèle économique qui est simplement basé donc sur de la donnée. Alors vous êtes jeune, vous êtes en première année, et donc en fait tout ce que vous faites dans votre quotidien vous semble complètement évident. Vous êtes, alors on va faire un sondage, qui a un smartphone? Voilà. Donc il y a 20 ans, si j'avais fait le même sondage, personne n'aurait levé la main. Donc du coup, vous voyez la révolution que ce type d'outil va entraîner dans notre quotidien et va entraîner en fait en termes de business qu'il va y avoir derrière et de modèle économique qu'il va y avoir derrière. Qui est sur des réseaux sociaux ici? Peu importe lequel. Nous sommes tous sur des réseaux sociaux. Pareil, c'est une révolution qui date d'il y a à peine 10 ans. À peine 10 ans. Si on s'était parlé, si j'avais fait la même intervention il y a 15-20 ans, dans les entreprises les plus riches du monde, j'aurais cité de l'industrie pétrolière, de l'industrie automobile, de l'industrie assurantielle. J'aurais jamais cité des Google, des Facebook, des Microsoft. Donc, tout ça est une révolution qui est extrêmement récente, au final, à l'échelle du temps, elle est extrêmement récente, et qui a surtout pris qui nous a fait prendre des habitudes, mais partout dans le monde, en fait, sur l'utilisation de nos données. Car votre présence sur les réseaux sociaux, en fait, ce n'est que de l'utilisation de la donnée, et les sociétés, en fait, qui vous proposent ce type de réseau social, en fait, sont des sociétés qui vont faire leur business
sur vos données et sur vos datas. Et donc, du coup, nous, en tant qu'organisation, en tant qu'institution, en tant que pays, nous avons dû nous organiser et légiférer par rapport à ça pour assurer des choses qui sont encore d'actualité et qui existent toujours, qui sont le respect à la vie privée, le droit à la confidentialité, etc., etc., etc. Et donc, on a mis en place un certain nombre de régulations, de réglementations pour davantage encadrer l'utilisation des données personnelles. Et ça, c'est également le cas, du coup, dans le domaine de la santé. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les données de santé sont une des catégories des données personnelles qu'on appelle donc des données sensibles. Et pourquoi elles sont sensibles? Car elles vont révéler forcément des choses qui sont intimes et fortement intimes, qui sont votre santé, votre maladie, etc., etc., etc. Et donc, on se doit de davantage les protéger. Mais la difficulté qu'on va avoir, au final, c'est comment on met en place des régulations alors qu'en face, en fait, on a besoin de sociétés qui ont besoin d'innover, et pour innover, en fait, elles ont besoin de données. Et ça va être également le cas dans le milieu de la santé. C'est comment, en fait, on arrive à réguler tout ça et à trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. C'est très compliqué. Mais le problème, c'est que cette explosion de la data, comme vous l'avez vu, donc elle révolutionne votre quotidien. Là, par exemple, c'est un truc tout bête. Moi, je suis sorti. Paul Sabatier, je connais je connais pas bien, je connais mal. Du coup, on m'a envoyé un mail avec un lien avec un Google Maps où c'était situé. Je sors du métro, j'active mon Google Maps et ça m'emmène ici. Mais du coup, en fait, il y a quelqu'un qui sait, Google, je pense qu'il s'en tape, mais il le sait. Il m'a vu sortir du métro et arriver ici. Mais ça, imaginez multiplier donc à l'échelle d'une ville, d'un pays, et plus encore, en fait, du monde entier. Donc ça, c'est les premiers éléments importants en termes de contexte. Deuxième élément, en fait, deuxième, qui est toujours dans les données de santé, ça va être également la problématique de la sécurité. Comment, en fait, on sécurise tout ça? Et c'est d'autant plus vrai, en fait, également, dans le contexte de la santé. Mais pas que. Je vais vous donner, en fait, une anecdote pour que vous compreniez bien les risques qu'il y a. Il y a peu de temps, l'année dernière, c'est-à-dire un an ou il y a 2 ans, en fait, on a eu un site américain qui s'est fait hacker toutes les données de ses clients. Mais c'était pas un site, ce site, c'était pas n'importe quel site. C'était un site de rencontre. Voilà. Mais, et c'est là où c'est génial, qui était réservé à des gens qui étaient déjà mariés. En gros, vous êtes en couple, d'accord? Vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, il doit être aussi en couple parce qu'on n'a pas forcément envie de s'investir peut-être plus que ça dans la relation. Et donc, lorsque vous remplissez votre formulaire, c'est un peu tout, c'est comme quand vous êtes sur un réseau professionnel, vous dites vos qualités, les trucs. Mais là, en fait, vous allez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors, ce que vous aimez comme pratique sexuelle, ce que vous n'aimez pas comme pratique sexuelle, quel type d'homme ou de femme vous recherchez, quel type de relation vous recherchez. Vous imaginez un peu, si quelqu'un met la main sur votre dossier, ce que ça représente en termes d'impact. Eh bien, ça n'a pas manqué, se sont fait hacker. Et au final, qu'est-ce qui se passe derrière? Et il va se passer que on va vous demander de payer une rançon pour éviter que votre dossier soit divulgué par mail, par exemple, à l'ensemble de tous vos collègues de travail, ou à tous vos amis, ou à votre femme, ou à votre mari, etc., etc., etc. Donc ça, c'est les enjeux qu'on peut avoir en termes de données personnelles qui sont sensibles, parce que les données de pratique sexuelle, en fait, à caractère sexuel, sont considérées comme des données sensibles. Si on s'en tient au milieu de la santé, on va, par exemple, on a le CHU de Toulouse qui est à côté, alors je ne sais pas si je le situe bien, je le mets là, mais je ne sais pas, peut-être qu'il est ailleurs, mais il est pas loin en tout cas, il est à côté. Aujourd'hui, si je veux hacker l'ensemble des dossiers médicaux personnels du CHU de Toulouse, des gens qui sont venus au CHU de Toulouse, qui se font soigner au CHU de Toulouse, je peux le faire en fait derrière un ordinateur. Alors il faut que je sois bon, parce qu'il y a des systèmes de sécurité, mais je peux le faire derrière un ordinateur et hacker ces systèmes-là. Il y a 40 ans de ça, si je voulais voler tous les dossiers médicaux personnels du CHU de Toulouse, il fallait que j'arrive avec un 33 tonnes, 10 copains déménageurs, que je rentre dans une salle, que je fracture une porte et que je porte des cartons pendant 3 jours. C'était moins discret. Okay, mais vous voyez, tout l'enjeu de sécurité est là. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Nicolas en termes également de commencer à avoir ça en tête,
en termes de travaux peut-être ou de métiers futurs, il y a toute une industrie qui recherche aujourd'hui des profils qui sont à même de sécuriser ces données, d'utiliser ces datas, d'accord, de calculer ces datas, etc., etc. Et donc là, il y a une recherche extrêmement importante donc, de ces profils. Donc ça, c'est les deux premiers éléments de contexte que je voulais vous dire sur comment ensuite la santé numérique va pouvoir s'intégrer dans le champ de notre quotidien. Donc maintenant, si on rentre vraiment dans le vif du sujet de la e-santé, pour faire un peu de sémantique, la e-santé, qu'est-ce que c'est? Donc là, en fait, c'est tout ce que va comporter la e-santé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement large. Très, 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 très large. Ça va aller des systèmes d'information en santé des hôpitaux. Donc, les systèmes d'information en santé des hôpitaux, c'est simplement les logiciels qu'ils utilisent dans leur quotidien. C'est des logiciels métiers, mais spécialisés dans la santé. Donc là aussi, vous voyez l'immense marché que potentiellement ça peut représenter. Pareil pour les systèmes de santé, donc les systèmes d'information dans les cliniques, dans les établissements de santé privés. C'est également tout ce qu'on appelle les dossiers médicaux informatisés. Tout ça, en fait, ça fait partie du bloc de la e-santé. Mais la e-santé aussi, ça va être ce que l'on appelle la télémédecine. La télémédecine, vous avez déjà entendu certains termes en termes de télémédecine, c'est par exemple la téléconsultation. Parce que la téléconsultation, je pense que ça vous parle, c'est quand vous allez consulter un médecin, mais par visioconférence. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait ici, des téléconsultations? Vous voyez, donc ça commence à se démocratiser, et donc on consulte des médecins à distance. La télémédecine, en fait, ça comprend plusieurs actes, et ce qui est intéressant en termes de télémédecine, c'est que, en termes juridiques, c'est la seule bulle de la e-santé qui est définie dans le Code de la santé publique et qui est considérée comme une véritable pratique médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vraie définition, il y a des vrais enjeux derrière, et on le verra, il y a des vrais enjeux aussi en termes de modèle économique, parce que ça peut être remboursé par l'assurance maladie. Mais on reviendra sur ces éléments un peu plus tard. Donc dans la télémédecine, vous avez notamment la téléconsultation, ce qu'on appelle la téléconsultation, et il y a d'autres définitions, mais je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais ce qu'on appelle également la télésurveillance médicale. Vous êtes par exemple diabétique, vous avez un outil qui va capter vos données, ça va l'envoyer donc à un professionnel de santé qui va analyser ça à distance. Ça peut être le cas aussi par exemple pour le suivi cardiaque, bref, pour toute une série en fait d'outils. On appelle ça la télésurveillance. On a également ce que l'on appelle la téléexpertise. La téléexpertise, c'est quand deux professionnels de santé vont communiquer entre eux, tout simplement pour échanger sur un patient. Et également la téléassistance, c'est quand un professionnel assiste un autre professionnel à distance pour réaliser un acte. Par exemple, un médecin qui va assister à distance une infirmière qui va être dotée d'une caméra pour soigner une plaie, pour nettoyer une brûlure. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et ça commence véritablement à se développer. Et l'autre gros champ d'activité de la télémédecine, vous le connaissez tous, c'est le SAMU. Ce que l'on appelle la régulation médicale. Et quelque part, ça également, c'est de la télémédecine, parce que vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler, vous allez décrire une situation, et derrière, en fait, on va faire un diagnostic de cette situation. Et ça également, c'est considéré dans le code de la télémédecine. Mais ça, au final, vous voyez, c'est un petit champ. Parce qu'après, on va avoir également ce que l'on appelle la télésanté. Alors là, la télésanté, c'est tous les services de santé en ligne. Tous les sites d'information. Par exemple, quand YouTube, j'y reviendrai, en fait, balance une vidéo sur de la santé, sur comment soigner un cancer, sur un médecin qui prend la parole, c'est de l'information et c'est de la e-santé. Tout ce qui est les formations en ligne, pareil, j'y reviendrai, mais vous avez maintenant des outils de réalité virtuelle pour former les professionnels de santé. En fait, ils vont se former, par exemple, à faire une opération avec un casque virtuel, ou ils vont être formés à distance par d'autres professionnels de santé, ou ils vont être assistés à distance pour faire une opération. Les réseaux sociaux, les serious games, bref, vous avez toute une série et tout un champ de télésanté. Et ensuite, vous allez avoir également ce que l'on appelle la mobile santé. C'est tout ce que vous avez avec vos smartphones.
tout ce qui va considérer en fait à avoir des outils, par exemple, de prévention santé sur votre smartphone. Mais ça peut être également les outils ou les services qui permettent de faire de l'activité physique. Faire du jogging, par exemple. Donc ça également, c'est ce que ça fait partie donc de la e-santé. Et après, vous allez avoir les objets connectés, des capteurs de textiles intelligents. Donc là, on commence aussi à voir émerger des t-shirts qui vont permettre en fait de mesurer la température, qui vont pouvoir mesurer certains nombres d'impacts, certain nombre de données par exemple, et donc de faire pourquoi pas de la prévision de risques ou également faire du diagnostic par anticipation. Télésurveillance domotique, c'est tout ce que l'on va mettre dans la maison, d'accord, pour analyser un comportement et déterminer s'il y a un risque ou pas. Donc là, c'est intéressant par exemple, peut-être pour plus tard pour vos grands-parents. Okay. On commence à voir des choses qui se développent. Donc ça va être par exemple des capteurs qui vont analyser si on chute, et donc qui va déclencher une alerte en cas de chute. Ça va pouvoir par exemple être des capteurs également qui vont être mis dans les frigidaires, dans les arrivées d'eau, pour déterminer s'il y a des comportements anormaux, parce que quelqu'un qui laisse couler l'eau longtemps, ou qui oublie de fermer la porte de son frigidaire, ou qui laisse, on va dire, la lumière allumée, c'est peut-être des signes d'Alzheimer. Et donc ça nous permet d'anticiper et faire de la prévention également en matière d'Alzheimer. Donc c'est ce qu'on appelle tout ça la télésurveillance domotique, avec la maison connectée, les techniques de maintien à domicile. Mais ça, j'y reviendrai également. Et là, donc, il y a un autre champ énorme qui est en train de se développer et qui arrive, et pareil, j'y reviendrai plus tard, c'est l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Okay. Et là, pareil, on commence à avoir beaucoup d'outils qui se développent en matière d'IA, notamment en termes... Alors, ça commence à arriver en termes de radiologie, c'est-à-dire qu'au final, on va donner à une intelligence artificielle un algorithme, on va lui demander d'analyser une radio, ça va éviter de permettre qu'il y ait un humain derrière pour pouvoir le faire. On va également avoir, et c'est une sorte de mini-révolution qui est arrivée, là, le MIT en fait, aux États-Unis a réussi à créer la première antibiotique réalisée par de l'intelligence artificielle et qui a été validée par l'autorité de régulation aux États-Unis. Donc on voit que c'est extrêmement large. Donc vous voyez, la e-santé, c'est extrêmement large, et j'y reviendrai, ça, du coup, correspond quand même à un business, à un marché qui est assez énorme et assez impressionnant. Là, je vous ai mis quelques exemples d'outils qui sont connus de tous aujourd'hui. Doctolib, vous connaissez ou pas? Qui a déjà pris un rendez-vous avec Doctolib? Oui. C'est à ça qu'on voit si c'est une belle réussite ou pas, un modèle économique. Okay. Enfin, en tout cas, un modèle économique, pas forcément, mais un modèle d'adhésion. C'est-à-dire qu'on vous propose un outil qui répond à un réel besoin et dont on va se servir en masse. Bon. Doctolib, prise de rendez-vous en ligne. Ça, c'est de la e-santé. La téléconsultation. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà réalisé des téléconsultations. En fait, le modèle a explosé pendant le Covid et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la téléconsultation, mais pas que envers les médecins. Moi, par exemple, j'ai vu mon gamin, il a fait des séances d'orthophonie avec, en visio. Donc, on a ouvert les vannes, donc je reviendrai après sur les problématiques de modèle économique, mais on voit que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, même si au final, ça prend moins que ce qu'on aurait cru, mais ça commence à prendre. Là, je vous ai mis également ça, parce que ça, c'est d'actualité. C'est les télécabines de téléconsultation. Alors pourquoi je l'ai mis? Car là, dans l'actualité, c'est extrêmement récent. Il y a 3 jours, la SNCF a annoncé qu'ils allaient mettre 300 cabines de téléconsultation dans des gares affectées par les déserts médicaux. C'est quoi une cabine de téléconsultation? Vous rentrez dans une cabine, vous allez avoir toute une série pour prendre vous-même des mesures, pour prendre votre tension, pour vous mettre une lumière dans l'oreille, pour prendre toute une série de mesures. Et en face de vous, donc, il y a un écran avec un médecin qui va vous guider pour réaliser ces gestes. YouTube.
Pareil, je l'ai mis YouTube. Qui se sert de YouTube ici? YouTube pour faire ça? Pour tout. Voilà. Qui ne se sert jamais de YouTube? Voilà. Donc là aussi, vous voyez, en termes d'impact et en termes de modèle d'adhésion, ce que ça représente. S'il y a 20 ans, en fait, j'avais dit à mes étudiants, j'aurais jamais pu trouver une société qui est utilisée par tout un amphithéâtre. Jamais j'aurais pu trouver ça. Ça aurait été impossible. Et donc vous voyez en fait l'impact qu'a le numérique, et donc l'impact également que ça peut avoir en termes de protection de la vie privée et du recueil de vos données personnelles. Là, vous avez levé la main, vous avez dit, voilà, on est tous sur des réseaux sociaux. Alors bon, je pense qu'il y en a qui sont peut-être sur les réseaux sociaux Facebook, les classiques, Instagram, WhatsApp. Après, il y en a d'autres que je connais peut-être un peu moins. Mais quel est en fait le point commun avec tous ces réseaux sociaux? C'est qu'ils connaissent tout de votre vie. On connaît tout de votre vie avec les réseaux sociaux. En fonction de ce que vous likez, on va connaître vos orientations politiques, vos préférences sexuelles, où est-ce que vous allez sortir, qu'est-ce que vous aimez acheter, quels sont vos loisirs. On connaît tout. Et donc ça, derrière, ces entreprises-là, elles le monnaient. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est qu'il va falloir qu'on légifère là-dessus également en matière de santé, pour pas qu'on fasse n'importe quoi avec les données de santé. Et là, je l'ai également développé, donc c'est l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Voilà, donc la data au service du patient, hein, donc tout ce que ça implique, qui va venir bouleverser donc le parcours du patient, qui va venir également bouleverser certains éléments. Donc les aspects qui vont être positifs en termes de développement d'IA, bah, quelque part en fait c'est en termes de santé, c'est partout pareil, j'ai envie de vous dire, dans tous les autres secteurs c'est le cas, mais en termes de santé c'est encore un peu plus sensible que les autres sujets. L'IA va permettre donc du coup à des soignants d'être plus efficaces. Elle va leur permettre de traiter davantage de patients de manière plus sécurisée. Mais après, du coup, ça va impacter et ça va entraîner également des problèmes éthiques qu'on va être en capacité de se poser sur l'IA. Et là, je ne parle pas juste en termes de ce que l'on va proposer en termes de santé. Je parle en termes de problématiques d'éthique. Est-ce que vous avez envie de savoir qu'une IA va vous prédicter, non c'est pas le bon terme, prédire, pardon, excusez-moi, je sais que ça n'est pas, qu'une IA va vous prédire et va vous dire, tiens, mais vous, monsieur Ferrari, là, eh ben vous avez 88% de chance de mourir à 44 ans d'un cancer du poumon. Voilà. Bon après, moi j'ai déjà 48 ans, c'est bon. Mais en fait, c'est les problèmes éthiques ou pas. Est-ce qu'on a envie de le savoir ou est-ce qu'on n'a pas envie de le savoir? Et même, après, c'est les choix derrière qu'on fait. Je vous donne un exemple bête. Alors encore, vous n'en êtes pas là, mais peut-être que vous allez comprendre par rapport à ces exemples-là. Un jour arrivera, vous allez travailler et vous allez peut-être vouloir acheter une maison ou un appartement. Pour acheter une maison, pour acheter un appartement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande un bilan médical. Et au final, si vous n'avez pas de problématique spécifique de santé, vous allez cocher oui, enfin voilà. Est-ce que vous avez été hospitalisé dans les 5 dernières années? Non. Est-ce que vous avez une maladie chronique? Non. Est-ce que, etc., etc., etc. Mais si on pousse davantage l'examen avec peut-être des prises de sang, qui va analyser en fait ces éléments médicaux, mais également qui va analyser, je sais pas moi, tous les éléments qui concernent votre descendance sur les 3 dernières générations, et on va pouvoir donc faire une prédiction à plus ou moins précise. Mais si cette prédiction devient de plus en plus précise, bah, qu'est-ce que fera une banque? Elle dira, bah, écoutez, je ferai 88% de chance de mourir d'un cancer du poumon à 44 ans, mais moi je ne fais pas de prêt. Et non, je suis désolé, mais personne ne vous en fera. Donc c'est ça en fait les questions éthiques qu'on se pose également en matière de data qui sont appliquées à la santé, d'IA, de médecine prédictive, ok. Donc tous ces enjeux-là qui sont derrière. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, ouais. Parce que j'avais un peu de mal à comprendre l'utilisation de YouTube dans la e-santé. L'utilisation de YouTube dans la e-santé, en fait, c'est qu'aujourd'hui YouTube est devenu un des principaux vecteurs d'information en matière de santé. Quand vous visionnez en fait une vidéo par exemple qui va vous expliquer le Covid,
Donc quand vous voulez avoir par exemple une vidéo courte sur l'explication d'une maladie, vous allez sur YouTube. Et après, il y a tout le problème derrière du contrôle du contenu de YouTube. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid, par exemple, avec toutes les fake news en fait, qui arrivent. Donc après, on peut se doter d'un modérateur, etc., mais c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, ces plateformes sont devenues un des premiers vecteurs d'information de santé. Alors après, YouTube, ils ne font pas de l'information santé, mais du coup, ils ont développé des services spécifiques en fait en termes d'information santé. Voilà, en matière d'IA. Mais par contre, après, l'IA appliquée à santé a des potentiels énormes. Énormes. Mais justement, en plus des potentiels de pouvoir faire en fait de la prédiction, on va dire, plus égalitaire, plus accessible, qui va prendre en considération davantage de critères, etc., etc., etc. Mais pareil, on pourra y revenir là-dessus. Donc, on le voit, donc on a une explosion énorme des outils donc de numérique et santé. Les pouvoirs publics également, ils s'emparent du coup de ce sujet donc du numérique et santé. Car si on revient au premier contexte que je vous ai expliqué, un système de santé qui est en train de s'effondrer, qui est en train de s'écrouler, il faut qu'on trouve des solutions. Et tous les acteurs sont quasiment d'accord, donc quand je parle acteurs, ça va être institutionnel, professionnel de santé, politique, sont d'accord pour dire que le numérique a un potentiel énorme et donc il faut développer le numérique. Et donc on a eu des grands programmes numériques qui ont été mis et qui ont été lancés par le gouvernement récemment, et donc ça a commencé notamment avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où on a lancé donc une feuille de route du numérique et de la santé avec plusieurs grands, on va dire, items qui devaient être développés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même donc simplement m'attarder sur un sujet qui est important, qui est mon espace santé. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'est mon espace santé? 2. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont un DMP? Les mêmes. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, là, dans cet amphithéâtre, vous avez tous, vous ne savez peut-être pas, mais vous avez tous un DMP. D'accord? Donc, le grand projet de mon espace, de la politique qui a été mise en place numérique et santé, en fait, c'était assez simple. C'était de se dire, tous les citoyens en France doivent avoir un espace numérique de santé. On appelle un ENS, espace numérique de santé. Et dans cet espace numérique de santé, en fait, on va intégrer 4 composantes extrêmement importantes. Un dossier médical partagé, donc ça c'est le fer de lance. Une messagerie sécurisée pour pouvoir communiquer de façon sécurisée en fait avec nos professionnels de santé. Un agenda pour me rappeler mes rendez-vous médicaux. Et un catalogue d'applications qui serait validé, donc un catalogue d'applications santé qui serait validé, c'est-à-dire qui aurait obtenu donc les agréments de sécurité, d'impact médical, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, donc, l'assurance maladie a envoyé donc à tous les citoyens, à tous les assurés, en fait, un courrier leur disant voilà, nous allons créer votre espace santé avec votre DMP. Si vous ne vous y opposez pas, d'accord, il sera créé d'office, et donc du coup, l'immense majorité des gens n'ont pas répondu, et donc on a eu un DMP qui a été créé. L'objectif de ce DMP, en fait, au final, ça part d'un bon sentiment et de quelque chose qu'on peut considérer comme logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais aller voir un médecin, un professionnel de santé, celui-ci va venir alimenter mon DMP. S'il me fait une analyse, une prise de sang, les résultats seront dans le DMP. Si je vais à l'hôpital à Rangueil, ça sera, je me casse le bras, ou etc., ça sera dans mon DMP. Et donc, du coup, n'importe quel professionnel, en fait, pourra accéder à mon DMP. Alors, bien sûr, il y a des questions de sécurité, c'est moi qui autorise ou pas qui peut y accéder, etc., etc. Mais ça éviterait, par exemple, de refaire 2 fois le même examen. Ça permettrait d'avoir tout centralisé dans un seul endroit, en fait, tout l'ensemble de vos radios, par exemple. Les résultats de vos scanners, tout serait en fait centralisé. Ça éviterait en fait de dire, il faudrait quand même, vous changer de ville, par exemple, là vous êtes à Toulouse, après vous allez étudier à Lille. À Lille, si votre médecin vous dit, mais vous avez déjà fait tel examen, telle prise de sang, vous vous en rappelez plus, et dans le doute, on le refait. Donc là, on pourra accéder à tout dans le DMP. Donc ça, c'est la grosse politique en fait qui est développée en termes de numérique et santé. Et là, il y a une deuxième feuille de route
numérique et santé qui est arrivé avec le deuxième quinquennat. Après, il y a plein d'autres choses il n'y a pas que mon espace santé, mais on va dire que ça, c'était le gros projet, mon espace santé. Il y a également en fait de l'argent qui a été mis sur la table pour faire en sorte que les systèmes informatiques soient interopérables les uns avec les autres. Il y a également beaucoup d'argent qui a été mis sur la place pour faire de la formation en fait, des professionnels de santé, etc. Bref, il y a plein de choses qui ont été mises en place également dans le secteur médico-social pour que les EHPAD ou les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap puissent s'équiper d'outils, de services, etc. etc. C'est ça en fait qui est important. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont emparés du numérique et de la santé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on considère que ça pourrait être une solution à la pénurie de professionnels de santé qu'on peut avoir et qu'il faut donc réorganiser les parcours de soins, les parcours de santé avec l'intégration du numérique. Un radiologue, s'il a un outil direct qui peut l'aider, qui peut l'assister de façon efficace, peut-être qu'il pourra analyser plus de radios. D'accord ? Un médecin, en fait, si vous voulez, il faut ce qu'on doit bien comprendre aujourd'hui dans le quotidien d'un médecin, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Un médecin, lorsqu'il travaille au CHU de Toulouse, toutes les 7 minutes, c'est beaucoup dans une journée, il est dérangé pour un avis. Donc soit par un mail, soit par un appel, soit par un SMS, soit par... Voilà, toutes les 7 minutes, il est dérangé. Et donc du coup, il est moins efficace et il voit moins de patients. Et donc du coup, on se dit, si on mettait en place des systèmes qui nous permettaient de donner ses avis de manière sécurisée, à distance, avec par exemple un créneau de 30 minutes qui est réservé sur une semaine, il serait beaucoup plus efficace. Bon. Mais ça... Voilà, on a plein d'autres exemples à donner comme ça. On pourrait très bien se dire également, c'est ce qui est en train de se faire, notamment en matière d'ophtalmologie. On voit, on est en pénurie d'ophtalmo. Alors, autant on est en pénurie de professionnels de santé, mais autant les ophtalmos et les dermatos, je pense que c'est les deux bestes. De se dire, si en fait un orthoptiste est en capacité donc, de faire des examens et de les envoyer après à distance à un ophtalmo, ça évite en fait, et ça fait gagner du temps à tout le monde, et aux patients et à l'ophtalmo. Bref, il y a toute une réflexion en fait également qui est là-dessus, donc en termes d'impact sur le parcours de soins concret. Et après, il y a tout ce qui concerne également la prévention santé. En fait, en France, on est nul en prévention. C'est-à-dire en fait, on est vraiment nous dans un système qu'on appelle curatif et pas un système préventif. Alors que plus on fait de la prévention efficace, les gens vont tomber moins malades après, c'est quelque chose qui est logique. On a du mal à faire de la prévention. Et donc, il y a également des réflexions qui sont menées sur proposer des outils pour faire de la prévention santé efficace. On prend les gens quand ils sont en bonne santé, on leur donne les outils et les conseils qui vont bien, et après, on peut les suivre à distance avec un outil numérique. Et c'est pas à un médecin de suivre ça, le médecin n'a pas le temps de faire de la prévention, ça peut passer par un autre professionnel de santé qui peut également s'en occuper. Donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui qui est en poste là-dessus. Après, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que si on ne le fait pas, si on n'y arrive pas, la situation elle va s'empirer car on aura, comme je vous l'ai dit en introduction, de moins en moins de professionnels de santé avec une population qui va vieillir et qui va avoir besoin de plus en plus de soins. Si on s'attarde maintenant sur le business, côté business. Bon, ça c'est des projections, elles valent ce qu'elles valent, mais c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Et donc ça c'est uniquement sur du marché, ce qu'on appelle B2C. Donc ça ne prend pas également le B2B qui représente quasiment le même volume. On voit qu'on a une évolution constante en termes du marché potentiel que représente la e-santé. Et on devrait arriver à plus de 78 milliards en fait, d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en ce qui concerne les outils de e-santé, que en B2C. Que en B2C. Ouais, juste à l'instant, explication B2B. Ah oui, pardon. B2C, en fait, c'est quand en fait, une entreprise va vendre à un particulier. B2B, c'est quand une entreprise vend à une entreprise. D'accord ? C'est ça, en fait, le B2C, le B2B. Donc, on a une évolution donc, du marché. Alors, globalement, ces chiffres, il ne va pas dire grand-chose parce qu'on va avoir d'autres estimations qui vont être à d'autres chiffres, etc. Mais on voit qu'on a une explosion, quoi qu'il arrive, du marché de la e-santé, de ce qu'on appelle le numérique santé. Mais, j'ai mis un mais. J'ai mis un mais car on a quand même une difficulté, c'est qu'on l'a vu là avec, en introduction sur le contexte économique de la donnée, j'ai des success stories énormes sur les réseaux sociaux, sur du Facebook, du Google, du TikTok, bref, dans l'économie numérique en fait j'ai des succès gigantesques, mais au final aujourd'hui j'ai pas vraiment de success story de e-santé dans le monde. En fait, j'ai pas un Netflix, par exemple, de la e-santé, dans le domaine de la santé. J'ai pas un outil, en fait, où on se sert tous les jours pour gérer la santé.
En France, je vous ai présenté donc Doctolib, qui quelque part pourrait être, entre guillemets, une des seules success stories qu'on connaît tous en matière de numérique et santé. Et là, c'est intéressant. Mais ce qui veut dire, et c'est pour ça qu'en fait, quand je vous ai dit et que je vous ai demandé de lever la main, j'ai dit en fait c'est une belle réussite économique et après je me suis repris, j'ai dit en fait c'est une belle réussite d'adhésion. Parce que c'est pas forcément, ça veut dire qu'il y a de l'adhésion, et derrière en fait on gagne de l'argent. Je m'explique. Doctolib, en fait, pour convertir leur marché, pour pénétrer leur marché, ils ont dû convaincre des médecins de payer pour l'utilisation de leurs services. En gros, Doctolib, c'est ça leur modèle économique. Ils vont voir les médecins et leur dire, bon, ben, avant, vous aviez une assistante qui vous prenait ou un assistant qui vous prenait vos rendez-vous. Vous passiez par une plateforme de rendez-vous en ligne, vous appelez, ou c'est vous-même qui preniez les rendez-vous. Moi, ce que je vous propose, c'est, ben, tout ça, en fait, on l'automatise. Vous n'avez plus besoin de passer par ça. Et en gros, c'est un agenda partagé qui gère tout pour vous. Et pour ça, en fait, je vous le fais à X euros par mois, etc., etc. Donc, s'il y en a un jour qui veulent s'intéresser à ce marché-là des médecins, donc déjà, la première règle d'or, c'est de savoir, c'est qu'un médecin, ça ne paye pour rien. Voilà. Ça ne paye pas un médecin. Les médecins, ils sont habitués à tout avoir quasiment gratuitement. Ils ne payent pas, en fait, pour des services. Donc, le tour de force qu'a réussi Doctolib, c'est d'aller convaincre des médecins et des premiers médecins, en fait, d'acheter leurs services. Mais pour ça, ça coûte énormément d'argent. J'ai besoin d'embaucher, en fait, une armada de commerciaux qui va voir les médecins un par un, à domicile. Ça coûte un bras. Et après, derrière, j'ai besoin d'avoir des développeurs, des ingénieurs qui vont développer mon outil et mon service. Et donc, pour ça, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour lancer mon produit. Et donc, pour ça, si j'ai pas beaucoup d'argent, moi, parce que, par exemple, je suis pas un fils de milliardaire ou milliardaire, il faut que je fasse ce qu'on appelle une levée de fonds. Une levée de fonds, c'est-à-dire que j'ai demandé à des investisseurs qui croient en mon entreprise de mettre de l'argent et je vais leur faire un beau business plan en leur disant dans 5 ans, je serai rentable et la liste de départ que vous avez faite va être doublée par 2 d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Ben, malgré là l'adhésion qu'il y a de Doctolib, Doctolib ne gagne toujours pas d'argent. Et d'ailleurs, le fondateur de Doctolib a refait une conférence de presse là, il y a peu de temps en disant qu'ils espéraient être rentables d'ici 2 ans. Voilà. Une autre question, est-ce qu'il y a des gens qui se servent d'Uber ici? Uber Eats, Uber Drive, Uber, les services d'Uber. Bon. Pareil, il y en a beaucoup. Donc je vous pose une autre question, est-ce que vous pensez que Uber gagne de l'argent? Est-ce que Uber est rentable? Oui? Qui pense que Uber est rentable? Qui pense que Uber n'est pas rentable? Les autres n'ont pas d'œil. Donc, Uber n'a jamais gagné d'argent. Ça peut paraître surprenant, hein, mais Uber n'a jamais gagné d'argent. Encore une fois, parce que, en termes d'investissement, c'est tellement énorme pour conquérir des marchés, qu'au final, au début, la stratégie de Uber, c'était d'aller sur un marché, de financer des courses à perte pour pouvoir pénétrer ce marché, tuer la concurrence, etc., etc. Ensuite, ils se sont pris des claques dans des pays, en fait, où on a considéré que on devait requalifier la relation qu'ils avaient avec leurs chauffeurs en relation de travail. Donc, en fait, tout leur modèle économique s'est écroulé. Bref, c'est compliqué de gagner des fois de l'argent dans ces domaines-là, même si on a énormément de clients. Voilà. Donc, en gros, on va des fois pouvoir trouver son modèle, son taux d'adhésion, un service et un outil qui va plaire au plus grand nombre, mais derrière, on peut quand même perdre de l'argent parce qu'en fait, cette conquête m'a coûté tellement cher que derrière, j'ai du mal à trouver mon modèle économique. Donc, le mais, il est là, c'est que, en fait, j'ai du mal à trouver des success stories aujourd'hui dans le domaine du numérique et de la santé. Il y a une explosion, enfin, il y a une multitude de startups, de grands groupes, d'ailleurs, qui se mettent dans le numérique et la santé. La Poste, par exemple, a annoncé, il y a quelques mois de ça, en fait, la création d'une super direction de numérique, santé et domicile, des services de santé à domicile. Donc, la Poste se met dans les services numériques. Donc, ils se mettent dans quoi? Ils se mettent dans l'hébergement de données de santé. Ils se mettent également dans... Ils investissent et ils rachètent des entreprises, en fait, qui font de la gestion de data. Ils investissent dans des boîtes, en fait, également, qui proposent des services de prévention, des parcours de prévention numérique santé. Ils se disent, en plus, nous, la force de frappe qu'on a, c'est tous nos facteurs qui peuvent aller voir les gens et leur proposer des services, etc., etc. Donc, les groupes, en fait, se mettent
également dans ce business. Mais j'ai encore du mal à trouver des success stories. En matière vraiment médicale, là je parle, en matière médicale, en fait, on voit qu'il y a des freins et on voit que ça n'arrive pas à prendre. Moi, la définition que je fais, c'est que aujourd'hui, quand je vais voir mon médecin généraliste, c'est pareil exactement qu'il y a 25 ans. Rien n'a changé. Globalement, quand je vais au CHU Toulouse, là, aujourd'hui, globalement, en termes de prise en charge, ça ne va pas changer. On ne va pas forcément me proposer un truc révolutionnaire de suivre à distance mes données. On ne va pas proposer forcément une application pour suivre en post-opératoire. Ça a du mal à prendre. Ça a du mal à prendre. Pour ça, en fait, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que dans les enquêtes qu'on a faites, c'est qu'on s'est dit, si je propose de l'e-santé, c'est qu'au final, je propose de l'e-santé parce que je n'ai pas mieux à proposer que quelque part, c'est une offre dégradée de la santé. Souvent, on le voit. Et globalement, en fait, on va se dire, c'est vrai que si je faisais le test, on me dirait, mais pourquoi vous avez fait une téléconsultation médicale et pas une consultation en physique? Souvent, on va me répondre, parce que je n'avais pas le choix. C'est impossible, en fait, d'avoir un docteur et de voir un docteur, donc je l'ai fait en ligne. Donc des fois, c'est par confort, mais des fois, c'est par obligation. Donc on a une réelle difficulté, en fait, d'adoption des usages en termes de numérique et santé. Après, c'est compliqué également de faire changer les mammouths que sont les établissements de santé. C'est des gros mammouths, donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans les colloques en matière de numérique et santé, quand vous allez dans les congrès e-santé, c'est compliqué de trouver des success stories. Et aujourd'hui, ça commence également à se matérialiser par une chose qui est assez simple, c'est qu'il y a un certain temps, dans le secteur du numérique et de la santé, c'était, entre guillemets, assez facile de lever des fonds. Assez facile, ça veut dire, je vais des gros gris, parce que c'est jamais facile de lever de l'argent, mais par rapport à d'autres secteurs, c'était assez facile. Aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Les investisseurs, en gros, maintenant, attendent de voir, se rendent compte qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans des entreprises qui, au final, ne sont pas rentables, et donc, du coup, ils attendent de voir, et donc, on commence à avoir une crise en termes d'investissement dans le domaine du numérique et de la santé. Ce qui est intéressant également, c'est également que le numérique et la santé a quelque chose d'intéressant, c'est que ça va brouiller les frontières entre plusieurs catégories qui sont intéressantes. C'est qu'au final, on considère que ce qui est important dans la santé, c'est de prendre soin d'un patient. Et un patient, en fait, ne doit pas être considéré comme un client ou un consommateur. La santé, c'est quelque chose qui est différent. Mais quand on commence à avoir des offres spécifiques, ça va modifier les frontières, ça va modifier les conditions d'accès au système de santé, et ça va également internationaliser la prise en charge. Je m'explique. Là, lorsque vous allez sortir de votre amphithéâtre, ça va être extrêmement simple de prendre votre smartphone, de faire une téléconsultation avec un médecin qui pourra peut-être être basé en Espagne, et vous passez par un opérateur qui est danois. Concrètement, c'est très facile à faire aujourd'hui. Donc du coup, ça veut dire aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai introduit en introduction, où est l'égalité dans l'accès aux soins avec des outils comme ça? Est-ce que si on développe ce type d'outils ou ce type de système, on ne va pas avoir un système de santé à deux vitesses avec, entre guillemets, des gens qui auront les moyens de se payer ces services, ces outils numériques, et des gens qui n'en auront pas les moyens et donc qui devront galérer pour trouver un médecin. Et donc c'est ça en fait dont ont peur les gens. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi les personnes âgées qui ne savent pas bien se servir des appareils numériques, eux, ils ne seront pas accès. Exactement. Alors il y a effectivement ce qu'on appelle la fracture numérique, avec des populations qui, alors soit ne sont pas à l'aise avec le numérique, mais il n'y a pas que les personnes âgées. Au final, il y en a d'autres aussi, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les personnes âgées. Deux, la fracture numérique aussi, c'est dans certains territoires, en fait, on a encore du mal à être connecté à Internet. Il y a des difficultés d'accès à la 4G, et donc effectivement, ça peut créer des fractures. Donc, vous avez raison. J'ai une autre main se lever. C'est bon. Donc, ça brouille les frontières, ça modifie les conditions d'accès au système de santé, et ça internationalise également la prise en charge avec toutes les problématiques qu'on a. Et donc, une des illustrations qu'on a eues, c'est ça, récemment. Un groupe d'établissements de santé propose, pour un abonnement de 11,90 € mensuel, vous payez cet abonnement et en fait, vous pouvez téléconsulter de façon quasi illimitée des médecins de ce groupe-là.
Et donc, ça, c'est un exemple en fait de ce que je vous ai donné. Alors, certains vont trouver ça très bien. Pourquoi ils vont trouver ça très bien? Ils vont se dire, ben, Ramsey, en fait, ils identifient une problématique. Ok. Je propose une offre pour répondre à un besoin qui n'est pas couvert aujourd'hui en matière de santé. D'autres vont s'y opposer, vont dire non, ça en fait c'est pas possible en termes d'offre de santé. C'est pas possible parce que c'est une offre dégradée en fait en termes d'accès aux soins. Ça va être ceux qui ont les moyens de se payer un abonnement en fait qui vont pouvoir également avoir des téléconsultations. Et donc si on commence à rentrer là-dedans, quelque part c'est l'ouverture sur 2 systèmes de santé. Notre système de santé aujourd'hui en France il est basé sur voilà, des fondamentaux. Il doit être universel, accessible à tous et, entre guillemets, gratuit. D'accord ? Et donc, on voit émerger, en fait, ce type d'offre. On a appelé ça, en fait, le Netflix de la santé. Abonnement illimité, en fait, pour avoir accès, donc, à des téléconsultations illimitées. Donc, j'aurais pu vous parler également de plein d'autres choses, de thérapies digitales également qui sont en train de se développer. J'aurais pu également vous parler, en fait, des problématiques qu'on va avoir en fait pour labelliser ces services comme on peut le faire en matière pour les médicaments. Mais bon, après, je ne pouvais pas également tout vous citer. Si en fait ces éléments-là vous intéressent, donc je vous invite à venir donc, à l'Université de la Santé qui aura lieu les 25 et 26 juin 2024. Donc c'est à Castres, effectivement. C'est gratuit pour les étudiants. C'est sur 2 journées, donc vous aurez la possibilité également de voir les impacts en matière de santé que peut faire le numérique et santé, les questions éthiques, les questions juridiques, également les questions économiques. Vous pourrez également rencontrer donc, des gens qui viennent d'institutions, de grands groupes, de start-up, de PME, et si vous voulez échanger avec eux pour en savoir plus. Voilà, écoutez, moi c'était bon pour moi, je crois que j'ai fait 40 minutes d'intervention, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Oui ? Moi, juste sur la diapositive d'avant, est-ce que vous avez un ordre de grandeur de la rémunération des médecins par téléconsultation? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a un journal, il y a un article qui est paru il y a peu de temps dans le Canard enchaîné où justement ils ont pu accéder aux annonces de ces opérateurs en fait qui proposent des téléconsultations. Et donc effectivement, ils sont très bien payés. Pour eux, c'est assez facile et assez simple parce qu'en fait, ils peuvent être de chez eux, donc ils font une demi-journée par exemple de téléconsultation. Et donc pour parer à ça, le législateur a mis en place des modèles en gros où un médecin ne peut pas faire plus de 2 jours de téléconsultation par semaine à son domicile, mais effectivement c'est très bien payé. Car ça rebondit sur une autre problématique, c'est que, on l'a dit en introduction, on a une pénurie de médecins, on manque vraiment de médecins. Donc si en plus on commence à enlever des médecins, parce que s'il fait 2 jours de téléconsultation, ben, il n'est pas sur le terrain pour faire des consultations. Et donc si on multiplie par plusieurs centaines, plusieurs milliers, ben, effectivement ça va encore accentuer la pénurie de médecins qu'on va avoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a une réflexion qui a été menée sur la législation, sur... Ah oui, parce que, également en termes de modèle économique, c'est comment ça fonctionne, parce que j'ai oublié de vous dire ça également en termes de modèle économique, c'est que un des grâles, en fait, pour faire en sorte que son service fonctionne et qu'il soit adapté, c'est qu'il soit remboursé par l'assurance maladie. Si c'est remboursé par l'assurance maladie, ben forcément c'est plus simple en termes d'accessibilité au marché. Et donc, quand il y a eu le Covid, en fait, on a ouvert complètement les vannes, c'est-à-dire que l'assurance maladie a tout remboursé. Et là, on commence à revenir en fait à des remboursements plus raisonnés avec des vraies réglementations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, les sites de téléconsultation donc, utilisent vos données, donc des données de santé, mais par contre, lorsque vous utilisez de la donnée de santé, vous avez toute une série de règles à respecter qui sont beaucoup plus contraignantes que pour les données personnelles. Donc, vous devez avoir en fait vos données de santé qui sont stockées dans des hébergeurs qui sont encore plus sécurisés que les autres hébergeurs. 2, il y a une obligation de confidentialité. En fait, on ne peut pas divulguer vos données de santé. Les données de santé, en fait, on ne peut jamais les divulguer. Et 3, et ça c'est extrêmement important, il y a une interdiction de faire du commerce des données de santé. Donc vous ne pourrez pas vendre à quelqu'un, en fait, des données de santé, même anonymisées. Même anonymisées. Donc c'est pas... Oui?
Vous avez dit que la situation, enfin, la pénurie de services de personnel médical elle est empirée. Pourquoi? Elle va empirer. Alors, déjà, si c'est un élément qui vous intéresse, là, il y a 2 jours, il y a UFC Que Choisir, qui est une grosse association de consommateurs, qui a lancé, en fait, qui a conduit une enquête qui est extrêmement bien faite, en fait, sur l'évolution de la démographie médicale qu'on va avoir dans les 10, 15, 20 ans, spécialité par spécialité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pour vous donner un ordre d'idée où est-ce qu'on en est, UFC Que Choisir attaque l'État, d'accord, pour inaction en termes de politique, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de professionnels médicaux mieux répartis sur les territoires. Donc ça, c'est pour vous donner, parce qu'on est vraiment au cœur de l'actualité. Pourquoi ça va empirer? Déjà, ça va empirer dans certains territoires, notamment les déserts médicaux, car on a 2-3 éléments qui viennent expliquer ça. Premier élément, les médecins, en fait, peuvent s'installer où ils veulent. En fait, il n'y a pas d'obligation pour les médecins à aller dans tel territoire. C'est pas le cas pour les autres professionnels de santé. Si vous êtes un kinésithérapeute, vous ne pouvez pas vous installer où vous voulez. Il va falloir en fait qu'on regarde s'il n'y a pas déjà un nombre suffisant de kinés dans le territoire. Et s'il y a un nombre suffisant de kinés, en fait, vous n'aurez pas l'autorisation de vous installer. Comme les pharmaciens. Mais les médecins, non. Et donc, les médecins, pour une raison que je n'explique pas, préfèrent s'installer à Biarritz, sur la Côte d'Azur, qu'au fin fond de la Creuse, ou en Seine-Saint-Denis. Voilà. Bon, après, on ne peut pas leur en vouloir, c'est logique. Donc ça, c'est un des premiers points. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que demande UFC Que Choisir, en fait. Ils attaquent l'État pour une action politique, car l'État, en fait, maintient cette liberté d'installation des médecins, alors qu'une grande majorité des acteurs, en fait, demandent à ce qu'elle soit annulée et supprimée. Donc ça, c'est territoire par territoire. Deuxième élément, c'est que, aujourd'hui, les médecins d'aujourd'hui ne sont pas les médecins d'hier. C'est-à-dire qu'avant, on avait le médecin de famille, on avait le médecin spécialiste qui travaillait 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et même en fait, on pouvait appeler la nuit. Aujourd'hui, ça c'est fini. En fait, on commence à avoir des médecins, c'est normal, ils ont envie aussi d'avoir une vie. Et, voilà. Et l'autre élément, c'est qu'on a des spécialités qui font plus rêver. Il y a des spécialités qui font plus rêver. Donc du coup, on n'a pas plus... Alors, c'est faux de dire qu'on a moins de médecins qu'avant. En fait, on a un peu plus de médecins qui arrivent tous les ans, mais on a une population qui grandit, on a une population qui vieillit et qui a davantage de besoins, et donc du coup, on va, toutes les projections disent, dans les 15-20 prochaines années, en fait, dans un système qui va s'empirer. Je sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Du coup, si on doit obliger, comme par exemple des profs, les médecins, à s'installer là où il y a des déserts médicaux, déjà c'est un peu le cas, je crois, parce que l'année d'internat doivent la passer dans des déserts médicaux déjà, je crois. Mais on a essayé de mettre ça en place, mais ça n'a pas marché. Déjà, ils vont moins vouloir s'inscrire en médecine, du coup. Si en plus... Alors voilà, après, c'est les débats qu'on a en termes de système de santé, de répartition des professionnels de santé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution, miracle. Mais en fait, on peut partir aussi de quelque chose qui est assez simple. Quand vous êtes médecin, d'accord, en gros, votre rémunération, elle va venir de l'assurance maladie. On va dire dans la grande majorité des cas, en fait, ça va venir de l'assurance maladie avec des complémentaires santé qui viennent compléter. Et après, il y a un reste à charge des fois des patients. Mais en fait, ce qu'il faut savoir quand même en France, c'est que même si notre système de santé est en train de s'effondrer, ça reste quand même un des meilleurs systèmes de santé d'Europe. Et on est un des pays de l'OCDE. L'OCDE, ça vous parle en fait. L'OCDE, c'est les pays développés dans le monde, hein, c'est une quarantaine de pays, où on a le reste à charge le moins élevé au monde. C'est-à-dire en fait, vous payez le moins de votre poche la santé. Aux États-Unis, c'est une stratosphérique, en Angleterre, c'est beaucoup. Enfin voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et après, en fait, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir la liberté de choisir votre médecin? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qui est pour ça? Pour avoir la liberté de choisir son médecin? Qui est contre ça? Bon, vous voyez, donc... Pourquoi vous êtes contre? Aujourd'hui, la plupart des médecins, ils disent oui, on est complet, oui, on peut pas, oui, etc. Et au final, même dans les grandes villes, hein. Ouais, bien sûr. Mais en fait, à la base, on a une liberté de choix du médecin. D'accord. Bon. Mais en fait, figurez-vous que notre pays, pour ça, est un peu une exception. En Italie, vous ne pouvez pas choisir votre médecin. En Angleterre, vous ne choisissez pas votre médecin. En Allemagne, vous ne choisissez pas votre médecin. En Espagne, vous ne choisissez pas votre médecin.
Pourquoi on considère que c'est un service public? Et donc du coup, le médecin dont vous dépendez dépend du lieu où vous habitez. Comme, en fait, vous trouvez normal de ne pas choisir votre juge, vous trouvez normal de ne pas choisir la personne qui s'occupe des impôts, vous trouvez normal de ne pas choisir le policier qui va venir vous inspecter, ou le contrôleur des impôts qui va venir vous contrôler. Donc c'est ça, en fait, les débats qu'il y a en termes de liberté d'installation de choix. Et en fait, on voit tous que nous, on est d'accord pour avoir la liberté de choix de notre médecin. Donc tout ça, je vous dis ça pour rebondir sur une chose qui est importante. C'est que les médecins, en fait, cette liberté d'installation, ils l'ont négociée. Ça vient pas comme ça, en fait. On ne s'est pas dit un matin, tiens, est-ce que les médecins ils vont pouvoir avoir la liberté de s'installer? En fait, quand l'assurance maladie a été créée donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des réflexions, je la fais courte, hein, c'est un peu compliqué, bon, mais il y a des échanges, des réflexions, et pendant cette période-là, il y avait une liberté qu'avaient les médecins, c'était la liberté, en fait, de pouvoir fixer leurs tarifs. En gros, c'est lui qui déterminait du prix de la consultation. Après, quand l'assurance maladie est arrivée à dire bon, on va faire un système universel de remboursement pour tous, l'assurance maladie, elle s'est dit bon, par contre, il faut qu'on mette quand même des règles en place par rapport à ça, parce que c'est un peu compliqué. Et donc, c'est là où on a commencé à parler de conventionnement. Et le conventionnement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin généraliste, je crois que c'est 24 € la consultation, parce que c'est le prix qui est remboursé par l'assurance maladie. Mais ça, en fait, il a fallu négocier avec les médecins. Et donc, les médecins, ils ont dit bon, ok, très bien, je laisse ma liberté de fixation des tarifs, mais par contre, je veux qu'on grave dans le marbre la liberté d'installation. Donc ça, déjà, ça part là-dessus. C'est un échange d'ordre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les médecins disent, mais attendez, nous, la liberté d'installation, on l'a négociée. En fait, pourquoi on reviendra en arrière par rapport à ça? Et donc, on imagine plein d'éléments sur comment obliger des étudiants en interne à aller faire leur internat dans des zones, etc. Les villes ont mis plein de choses en place, etc. On a augmenté le numéro clausus. Mais tant qu'on n'aura pas réglé cette problématique des libertés d'installation, en fait, vous aurez toujours des médecins en fait, qui refuseront de s'y installer. Et ça sera toujours les médecins les plus défavorisés en fait, qui iront s'installer dans ces zones-là si on les oblige ou s'il y a une carotte en fait, au bout financière. Et ça sera donc des étudiants qui sont issus de familles qui n'ont pas forcément les moyens de leur payer. Vous voyez, en fait, c'est un cercle vicieux. Oui. Et après, je vous donne la parole au fond. Oui. Pour les kinésithérapeutes, je sais que quand ils s'installent dans les déserts médicaux, en fait, l'État leur donne le droit de ne pas payer d'impôts pendant 5 ans, et après ça diminue sur les... Pareil pour les médecins. C'est pareil? Pareil pour les médecins, en fait, il y a toute une série d'aides qui est mise en place. En fait, il y a même eu en fait, des tests qui ont été faits pour augmenter le tarif de la consultation. Même en fait, après, les mairies ou les collectivités territoriales vont mettre en place aussi des aides spécifiques. On va vous donner... les locaux, on va vous donner, vous n'avez pas payé l'électricité, la PlayStation, tout, mais voilà, ça marche quand même pas. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas qu'une problématique d'argent. Encore une fois, moi c'est ce que je dis dans les déserts médicaux, si personne ne veut y aller, c'est qu'il y a une raison. Monsieur au fond, ouais. Oui, je voulais savoir si la baisse du médecin elle n'était pas aussi liée au fait qu'il y a un plus gros développement sur les méthodes téléphoniques et les méthodes en ligne, et que du coup, les médecins disent qu'il y a moins le plaisir de pratiquer de manière virtuelle que la consultation. Après, quand vous interrogez les médecins, en fait, globalement, les médecins, ils vous disent qu'effectivement, la téléconsultation, dans leur pratique, dans certains cas, elle va être adaptée et elle va leur procurer un confort à eux et aux patients. Je prends un exemple, en fait, si votre médecin, il vous connaît bien, il vous suit parce que vous avez, par exemple, une pathologie chronique, peut-être qu'une téléconsultation de contrôle de 15-20 minutes tous les 2 mois est quelque chose qui peut arranger tout le monde. Par exemple, pour le renouvellement d'un ordonnance, ça évite ses déplacements et c'est quand même plus tranquille. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que ça a un impact en fait sur la pénurie de médecins ou sur le fait de vouloir avoir les médecins ou pas? J'ai envie de vous dire que ça va dépendre des médecins. Et encore une fois, il y a des médecins, si on n'avait pas limité le nombre de téléconsultations, eux, ils auraient fait ça 4 jours par semaine ou que 3 jours par semaine. Ils seraient pris le même salaire qu'ils se prendraient en voyant leur médecin en présentiel. Et par contre, on a d'autres médecins qui restent attachés en fait, à voir leur médecin en présentiel. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question pour tout le monde, quoi. Ça dépend vraiment des médecins. Voilà. Oui. Sur le service où on paye 12 € par mois pour avoir accès au médecin,
En fait, ces 12 euros, ils vont aller à l'entreprise en question et c'est la sécurité sociale qui va payer à chaque fois 25 euros Non. par consultation. Non. Après, on reste dans un système privé, du coup, D'accord. complètement privé, où le médecin va être rémunéré par Ramsay, en fait, pour faire une série, en fait, des plages horaires de téléconsultation. Ok. Oui. Vous avez parlé du coup du développement de l'IA et tous les objets connectés. Vous pensez que plus tard on n'aura plus tout de médecin et que ça va marcher qu'avec des robots, l'IA ou vous avez Alors ça, c'est le grand fantasme qu'on a et les grandes attentes qu'on a. Je pense qu'il va y avoir des métiers qui vont être révolutionnés par l'IA, forcément. Ça va avoir un impact. Après, là, sur le court terme, je peux pas répondre à cette question-là. Mais je pense que nous, on aura toujours besoin d'humains quand même pour faire la santé de base. Mais par contre, que beaucoup de tâches annexes vont être subordonnées en fait à de l'IA. Ouais. Oui. Parce que du coup, vous parlez que maintenant l'IA pouvait étudier une radio. Ça veut dire qu'on va être amené à avoir de radiologues. Oui. Alors après, là, il y a des secteurs en fait, où on voit arriver l'IA avec plus ou moins d'inquiétude chez les médecins. Et on va dire qu'en radiologie, ça peut être la spécialité qui pourrait être aujourd'hui, après il faut voir, la plus impactée par de l'IA, parce qu'en fait c'est de l'analyse d'image. Et là on commence à avoir certaines études qui démontrent que du coup l'IA va peut-être mieux voir certains types de tâches ou mieux détecter. Mais en gros, si vous voulez, l'idée là, c'est que l'IA, elle permette à un radiologue d'être alerté et qu'ensuite lui puisse vraiment prendre le temps qu'il a disponible pour analyser en fait les radios où il y a une alerte. Mais de toute façon, je vais vous dire, le radiologue, vous ne le voyez jamais, au final. Vous, quand vous arrivez pour faire une radio, c'est un opérateur qui va vous prendre. C'est jamais le radiologue qui vous installe. Ne bougez plus, ne respirez plus. C'est pas le radiologue qui dit ça. C'est un opérateur qui le fait. Et après, à la fin, vous ne voyez pas, sauf s'il y a vraiment quelque chose de grave, il vient vous voir, il vient vous expliquer, mais il ne vient pas vous voir. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans beaucoup de spécialités, moi j'avais parlé au directeur d'un service de pneumologie, et en gros, il me disait, moi, de toute façon, dans un cas sur deux, en fait, j'ai pas besoin de voir le patient. Moi, le simple fait, par exemple, de faire une visio avec lui, de lui parler 5 minutes, de regarder comment il se comporte, avec les éléments que j'ai de prise de sang ou biomédical que j'ai, ça me suffit, j'ai pas besoin de le voir le patient. Et dans l'autre moitié des cas, je vais le faire dans l'immense majorité des cas pour rassurer le patient. En gros, moi, je n'ai quasiment pas besoin de voir le patient. Donc, en fait, dans certains types de spécialités, déjà, on va dire qu'une téléconsultation peut être d'une réelle utilité. Par contre, dans d'autres secteurs, on s'est rendu compte que c'était un échec. Par exemple, en pédiatrie, ça ne marchait pas, parce qu'en fait, avec un gamin, c'est pas pareil. Donc, il y a des choses qui vont s'aider. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des métiers qui vont être révolutionnés dans le secteur de l'IA, dans la santé. Par exemple, un truc tout bête, les comptes rendus médicaux. Avant, en fait, les comptes rendus médicaux, c'était une secrétaire qui tapait ça. Maintenant, aujourd'hui, on a des outils, en fait, tout est entièrement automatisé, qui marchent très bien, qui sont ultra sécurisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, je voudrais revenir sur l'opération de... C'est quoi ça? SNCF qui a dit qu'elle allait installer 300 télécentres dans ses gares, dans les déserts médicaux. Il y a eu une réponse de l'ordre des médecins. Ouais. Plutôt négative, même très négative, en demandant à la SNCF de s'occuper de son métier. Clairement, c'était ça. Hein. Occupez-vous de ce que vous allez faire. Vous avez aussi un rôle de service public, un rôle social de faire du transport et notamment d'aller couvrir ces déserts, parce qu'il y a aussi des déserts de transport. Et donc, l'ordre des médecins, par son représentant, ne voulait absolument pas ça. Et pourtant, on ne sait pas en fait la vie de ces régions, et des médecins de ces régions-là aussi. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en fait dans le système de santé et en fait des débats qu'on a en fait sur l'offre de santé. Est-ce que on se dit on a un désert médical, donc du coup on va mettre une cabine de téléconsultation parce que quoi qu'il arrive c'est mieux que rien, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien, ou on considère qu'on ne peut pas accepter ça parce que c'est considéré comme une offre dégradée de santé.
Et le débat, il est là. Et certains vont considérer, non, mais la cabine de téléconsultation est une offre de santé satisfaisante parce qu'elle va répondre à un certain nombre de critères, un certain nombre de sécurité, de qualité de soins. Quand je parle de sécurité, c'est qualité en fait du soin qui est donné. Et là, l'ordre a clairement pris position contre, mais comme l'ordre avait déjà pris position en avant sur, voilà, était très réservé sur les téléconsultations aussi. Donc, et j'ai envie de dire, c'est presque normal en fait qu'ils prennent position contre parce que pour eux, ça serait considéré comme une offre dégradée de la santé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, on a vu, là, on parlait des cabines dans les SNCF. Monoprix aussi avait mis en place une stratégie de mettre des cabines de téléconsultation dans ses magasins. Pareil, l'ordre des médecins a bondi en disant que c'était inadmissible, que c'est pas un environnement, etc., etc. Et puis après, il faut voir aussi, dans ces cabines de téléconsultation, concrètement, comment ça marche. Est-ce qu'il y a un professionnel de santé pour m'assister pendant cette consultation ou pas? Quel est le médecin que j'ai en face? Dans quelle logique de parcours de soins global, en fait, ça répond? Voilà, c'est encore flou, donc on verra ce que ça va donner. Là, la SNCF, il promettait qu'il y aurait un infirmier, une infirmière dans chacune des cabines. Et la question, c'est si tu peux avoir un infirmier ou une infirmière, pourquoi tu ne peux pas avoir un médecin, quoi? Oui, et c'est aussi ce que vont répondre certains, c'est que pendant qu'il y a un infirmier ou une infirmière qui sera occupé à faire ces téléconsultations, ben il ou elle ne sera pas sur le terrain, au domicile des gens où on est en manque criant d'infirmières libérales ou dans les établissements de santé où on est en manque criant d'infirmiers ou d'infirmières. Donc c'est des métiers en fait sur lesquels il faut aussi réfléchir et se positionner, qui aujourd'hui font plus forcément rêver parce que c'est des métiers qui ne sont pas bien payés, qui sont contraignants, qui sont durs et qui sont difficiles. Et donc des fois entre aller travailler dans un EHPAD de nuit ou se dire faire 10 heures à côté d'une cabine de téléconsultation dans une gare SNCF. Mais c'est vraiment un exemple de ce qui se passe, de la révolution qui peut être en marche en matière de système de santé. Si on revient sur Doctolib, je crois que c'est considéré comme une licorne française. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une licorne? C'est une start-up qui est très fortement valorisée. C'est valorisé à plus d'1 milliard. C'est-à-dire que c'est la valeur estimative de l'entreprise. Des actions. Et en fait, Doctolib commence à se faire concurrencer par d'autres acteurs, dont Maya. Alors, je ne sais pas si Maya c'est privé ou public. Privé. Ouais. Privé. Après, ça dépend. Enfin, Maya, je ne sais pas, je crois pas. Je les connais, mais je crois que c'est privé, Maya. Mais par contre, il commence à avoir effectivement des opérateurs publics soutenus par des ARS qui proposent ce genre d'outils aux médecins. Et donc on voit là, il y a vraiment un challenge et un business à se faire. S'il y a des acteurs privés qui arrivent à investir pour concurrencer Doctolib, qui a quasiment la main mise sur... Doctolib, c'est privé. Oui, c'est privé. Ouais. Mais ils ont la main mise, ils sont sur le monopole, en tout cas en France, sur la réservation de... Oui. Mais Doctolib, à mon sens, là c'est un avis personnel, a un modèle économique qui pour moi est fragile, qui dépend en fait également du bon vouloir des autorités publiques. On peut tout à fait imaginer dans 2 ou 3 ans, par exemple, l'assurance maladie dire c'est moi qui vais faire un Doctolib. Doctolib, c'est pas révolutionnaire, c'est un agenda partagé. C'est pas. Voilà. Et où ils ont investi beaucoup d'argent, c'est d'aller convaincre des médecins de proposer ça à leurs patients. Et ensuite, beaucoup d'argent en marketing. Après, leur outil marche bien, il fonctionne bien, c'est pas le contraire, mais il marche bien. Maintenant, ils sont sur d'autres marchés. Mais l'assurance maladie, pour elle peut très bien dire j'investis, je sais pas, 100 millions, 200 millions d'euros pour OC Peanuts dans un agenda partagé. Moi, j'ai tous les médecins et j'ai tous les patients. Et j'offre ça gratuitement comme un véritable service public de prise de rendez-vous en ligne. Parce que si on considère que maintenant c'est un véritable service public d'accès aux soins et que c'est considéré comme un service public, pourquoi c'est fait par une boîte privée? Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais comme Uber, c'est pour ça que je prenais Uber. Uber a un modèle économique qui est fragile, qui dépend des législations des pays. Si ça change du jour au lendemain, ils n'ont plus de marché. On n'a pas beaucoup parlé de robotique. Je vais juste finir avec quelques points sur la robotique. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais de plus en plus d'actes chirurgicaux se font, ou en tout cas, soit c'est en termes d'apprentissage, soit c'est en termes d'actes chirurgicaux, se fait avec des dispositifs robotiques. Parce qu'ils sont plus précis que la main du chirurgien.
Et il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place sur ce domaine-là. Alors c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de robotique, parce que quelque part, c'est pas véritablement de la e-santé la robotique, au final. La robotique, ça existe depuis longtemps. En fait, on a toujours eu, ça fait longtemps que la médecine est assistée par des outils. Alors effectivement, avoir de la robotique qui peut rentrer maintenant dans le cadre du numérique et de la santé, s'il y a de l'assistance, en fait, s'il y a de l'assistance, s'il y a de l'IA. On a eu aussi des logiciels d'aide à la dispensation, ce qu'on appelle en fait pour aider en termes de prise médicamenteuse. Il y a plein de choses qui se font. Mais effectivement, la robotique, c'est un gros business, un gros marché. Je n'ai pas parlé aussi des dispositifs médicaux, type implant cardiaque. Enfin, il y a beaucoup de choses, pompes à insuline aussi qui sont gérées à distance. Il y a beaucoup d'éléments. Et effectivement, un chirurgien, maintenant, il opère toujours avec une machine, quasiment. Enfin, je veux dire, il est assisté d'une machine, alors pas forcément pour couper, mais dans plein d'actes maintenant chirurgicaux, en fait, il y a une machine qui va assister le chirurgien pour que ce soit plus propre, le faire. Mais c'est pas forcément du numérique et de la santé dans le robotique. C'est pour ça que je n'avais pas préparé. Oui. Oui, alors dans la robotique, effectivement, on a des nouvelles technos qui sont intéressantes. C'est notamment, on a eu des opérations qui ont eu lieu avec des médecins qui étaient, par exemple, qui étaient basés à Paris, et le patient était à New York. Et en fait, lui, il manipulait son objet en fait de Paris, et en fait, ça s'était reproduit à New York. La machine en fait reproduisait. On a des choses comme ça qui sont assez révolutionnaires. On a aussi beaucoup de choses. Avant, on en a beaucoup parlé dans le métaverse aussi. Voilà, dans le métaverse, en fait, on crée des environnements immersifs où on va pouvoir faire de la formation, on va pouvoir s'entraîner en fait à faire des opérations, on va faire du médical. Il y a encore, mais voilà, tout ça, ça existe, mais c'est très marginal encore en termes de pratique quotidienne de la médecine. Et ça a pu à se développer, mais ça reste marginal. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. Oui. Je vais parler de l'université de la santé à Castres, mais moi je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un congrès en fait, c'est un séminaire, un congrès pendant 2 jours sur la e-santé, qui a lieu pendant 2 journées. Vous allez avoir des ateliers, des interventions comme moi par exemple sur des thématiques spécifiques en fait en matière de e-santé. Vous allez avoir des grands débats, ce qu'on appelle des grands débats avec 4-5 interlocuteurs qui vont débattre d'un sujet de société. Donc l'année dernière par exemple on a eu des débats sur le transfert de compétences entre professionnels de médecins, comment le numérique pouvait aider ce transfert de compétences. On a eu des grands débats sur les modèles économiques, des grands débats sur est-ce que c'est une réalité dans notre quotidien. Il y a eu des interventions sur l'IA appliquée aux médicaments. Voilà. Il y a toute une série d'interventions. Alors, soit c'est des keynotes, soit c'est des ateliers, soit c'est des débats. Et il y a également la possibilité de rencontrer des acteurs avec une plateforme qui est en ligne sur des rendez-vous personnalisés, des choses comme ça. Il y a également beaucoup d'entreprises qui sont là aussi pour proposer des stages dans le milieu, pour recruter aussi. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse en tant qu'étudiant, voilà, pendant 2 jours, vous allez pouvoir un peu ouvrir vos esprits, vous imprégner de la matière et rencontrer des personnes.